tous, mesdames, messieurs, messieurs les élus. Mes respects profonds aux descendants de Jean Moulin et de grands résistants présents ce soir. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir M. François Berriot pour la présentation de son dernier ouvrage sur Jean Moulin, Jean Moulin, écrits et documents de Béziers à Caluire, avec un avant-propos de Daniel Cordier et une postface de Bernard de Gaulle. M. François Berriot, qui est docteur Eslet, qui est professeur d'histoire, conférencier, professeur émérite des universités, est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur Jean Moulin. On avait d'ailleurs eu le plaisir déjà de le recevoir à la médiathèque centrale de Métropole. Il est accompagné ce soir de 3 témoins exceptionnels qui ont accepté d'être présents pour l'occasion. Cécile et Gilbert Benoît Escoffier, représentants de la famille Jean Moulin, et Mme Christine Lévis-Touzé, docteur en histoire, conservateur général du patrimoine de la ville de Paris, directrice du musée général Leclerc de Haute-Cloque et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin de l'établissement public Paris Musée de 1991 à 2017. Donc elle connaît évidemment très bien ce sujet du part de ses fonctions qu'elle a occupées pendant de nombreuses années. Elle était également directrice de recherche à l'université Paris-Sorbonne et auteure de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale. Et elle préside, Madame Lévis-Touzé, le conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération, qui est un musée effectivement très intéressant. Cette rencontre est un événement important pour le réseau des médiathèques de Montpellier et Méditerranée Métropole au niveau j'allais dire, de la symbolique, puisque Jean Moulin est né à Béziers, mais il est très lié à la ville de Montpellier. Voilà. Monsieur le Président Sorel nous fait donc l'honneur d'être présent. Monsieur le Président. Donc je disais qu'il était lié, Monsieur le Président, à la ville de Montpellier. Alors qu'il est préfet d'Eure-et-Loir, il vient passer quelques jours chez sa mère et sa sœur à Montpellier, en mi-février 40, et c'est cette fameuse photographie où on l'a avec son ami d'enfance Marcel Bernard, aux Arceaux, près de la promenade du Pérou, qui est souvent reproduite. Elle est issue du legs Antoinette Stas et elle est conservée justement au musée du général Leclerc et de la Libération à Paris. Cette photographie a contribué à nourrir la légende du héros de la Résistance. Antérieure à l'occupation, elle a été choisie par sa sœur, Laure Moulin, pour la cérémonie du transfert des cendres au Panthéon, le 19 décembre de 1964, par exemple, et utilisée par elle en 1969, en première de couverture de la biographie consacrée à son frère. La légende est née aussi, évidemment, avec ce fameux discours d'André Malraux, dont on se souvient des intonations. Durant ses 44 années d'existence, Jean Moulin a beaucoup écrit, mais seul a été publié en 1947 un texte, Premier combat, bref et pathétique récit de l'arrivée des Allemands à Chartres le 17 juin 1940. L'apport de cette remarquable édition présentée ce soir est donc considérable pour la connaissance de la personnalité et de l'action de Jean Moulin d'une part, mais aussi pour la connaissance de l'époque où il conduit son action. Cette édition des écrits a bénéficié de concours exceptionnels, le fonds de la Deuxième Guerre mondiale aux Archives nationales et celui du musée Jean Moulin de la ville de Paris, puis la famille Jean Moulin aussi, Suzanne Escoffier, ses nièces et neveux. Enfin, le double apport de Daniel Cordier, qui a ouvert pour la première fois non seulement le monumental fonds 674 AP confié aux Archives nationales, mais également les dossiers qu'il conserve pas devant lui et qui rassemblent entre autres des copies de pièces provenant des services secrets français, britanniques et américains. De surcroît, l'édition des écrits et documents a bénéficié des archives privées du docteur François-Yves Guillain, ancien secrétaire puis biographe du général de Lestrin, qui a communiqué des documents absolument inédits concernant l'affaire de Caluire. Sur ce point ont été reproduits principalement ici des dépositions qui relatent les prémices et les circonstances des arrestations de Caluire et les conditions dans lesquelles œuvraient les résistants en 1942-1943. Je me souviens de la précédente rencontre, on avait beaucoup parlé du général de Lestrin, de son rôle. Ça avait été un point de discussion, plus que de discussion. Ce livre s'adresse à un large public, c'est-à-dire tous ceux qui se passionnent pour l'histoire de la première moitié du XXe siècle, et plus particulièrement pour l'histoire de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le choix de reproduire les documents originaux eux-mêmes, les notes, les références données pour chaque catégorie de pièces, l'index, qui dans les livres souvent maintenant est absent et toujours très utile, je pense, fait que ce livre est aussi un livre scientifique et de recherche. On apprend beaucoup sur la vie, l'homme privé, son extrême discrétion et son esprit d'indépendance, ses liens avec sa famille et Montpellier, son amour de la vie, sa très vive sensibilité esthétique, son goût pour la lecture et la poésie, son penchant pour la réflexion philosophique et aussi une certaine tendance à la mélancolie. Il restitue bien sûr l'action exemplaire et héroïque du préfet de Chartres de début juin à novembre 1940, de la débâcle à l'installation effective du pouvoir de Vichy.
Il révèle également que de 1922 à 1940, Jean Moulin pense et agit en haut fonctionnaire républicain, nullement marxiste, mais résolument partisan de l'intervention régulatrice de l'État dans la vie sociale et économique. Ils disent, comme c'est forgé de 1941 à 1943 chez Jean Moulin, qui se définit lui-même comme passionnément dévoué au général de Gaulle, je le cite, une conception géostratégique et politique de la résistance française. Enfin, les documents inédits qui accompagnent les écrits lèvent le voile sur l'affaire de Caluire, tragique concours des investigations de la Gestapo, qui était malheureusement très efficace, de la malchance aussi, de l'imprudence et aussi des calculs politiques destinés à éliminer dans un premier temps le général Delestraint, chef de l'armée secrète, puis Jean Moulin, donc des rivalités de la résistance. Deux vitrines très modestes, mais que j'ai souhaité présenter, présentent des documents de la bibliothèque, des documents, j'allais dire, multiples, mais surtout, je voudrais souligner sur des documents qui sont là plus inédits, et effectivement, puisqu'on présente une photographie donc, de Jean Moulin en 26, qui est dans le fond Richarme, puisqu'il était l'ami des Boisseaux Richarme. Donc cette photographie est inédite et inconnue. D'ailleurs, je vous l'ai montrée. Je crois que j'étais content que vous ne la connaissiez pas, si je puis dire. Donc c'est l'intérêt d'enrichir les fonds littéraires et artistiques. Et puis un manuscrit de l'or sur l'histoire de la famille, sur les lieux de leur famille. Donc qui est un manuscrit qui est aussi inédit. C'est peu de choses, évidemment, par rapport à tout ce qu'il y a au musée que vous avez eu l'honneur de diriger, mais c'est une petite contribution et on est content de les montrer ce soir. Et bien sûr, je vais terminer parce que je pense que j'étais un peu long, mais simplement pour vous dire que là, je crois qu'on a affaire à un livre qui sera à la fois de référence, qui devrait nous apprendre beaucoup de choses nouvelles, et surtout qui nous rappelle l'attachement de Jean Moulin à Montpellier. Et étant à Montpellier, on ne peut que s'en réjouir. Merci. Eh bien, merci et bonne soirée à tous. Avant le plat de résistance que nous offrira Christine Davis-Touzé, je vais vous projeter une dizaine de dessins que j'ai eu beaucoup de mal à choisir parmi le millier de dessins que nous avons pu numériser. Qui vous permettront de voir, de découvrir Jean Moulin, artiste. Alors, le premier dessin n'est pas de Jean Moulin. C'est de son arrière-grand-père, François-Xavier, François-Xavier Moulin, qui a servi dans la marine de Napoléon et qui a rapporté de ses campagnes napoléoniennes ce magnifique dessin du vaisseau L'Orient qui a brûlé dans le port d'Aboukir parce que c'était le vaisseau amiral de Napoléon. Donc il est revenu dans sa ville natale où on avait, je dirais, perdu l'espoir de le revoir puisque ses frères s'étaient déjà partagé son héritage. Et donc c'était le premier républicain de la famille. Des républicains dans la famille, avant Jean Moulin, il y en a eu d'autres. Son père lui-même, lorsqu'il était élève en 1875 au lycée d'Avignon, lors de la remise des prix, où il allait être l'un des plus couronnés, il a fait applaudir le seul député républicain du département à son entrée. Il a fallu à peu près 3 semaines au proviseur pour découvrir qui était le fauteur de troubles. Et le proviseur s'est payé d'une lettre au papa pour lui dire « Votre fils devra revenir faire 3 jours au mois d'août de colle parce que c'est inadmissible, etc. etc. » C'est donc le papa de Jean Moulin a conservé cette lettre toute sa vie comme le plus beau trophée de cette fameuse remise de prix qu'il montrait à ses amis comme gage de républicanisme. Son père, qui avait reçu cette lettre, ne lui en a bien sûr pas voulu, puisque 2 ans après, pour avoir protesté contre le coup d'État de MacMahon, du 16 mai, ça va être 1877, était dénoncé par un de ses proches et faisait 3 mois de prison à Tarascon. Tout cela pour vous dire que
cherche son nom, l'opposant de MacMahon. Gambetta, voilà, merci. Donc Gambetta, opposant à MacMahon, était un peu vénéré dans la famille. D'où ce dessin de Jean Moulin en 1915. C'est dire qu'il avait donc 16 ans pour avoir fait ce magnifique portrait de Gambetta. Jean Moulin fait ses études au lycée Henri IV, au collège Henri IV de Béziers, où il fait, alors il est, si je peux vous le montrer, ici à droite, et il y fait preuve d'impertinence. Il est aussi très tôt, donc, passionné de dessin et très doué en dessin. Ça, c'est un dessin signé Jean Moulin, la petite infirmière, peut-être en hommage à sa sœur qui a servi comme infirmière bénévole pendant la guerre entre 14 et 18. Très tôt, et dès l'âge de 15 ans, il a publié dans des journaux nationaux de très belles caricatures. Donc ça, c'est une œuvre d'un enfant de 15 ans, 16 ans, puisque c'est en 1915. Donc son premier dessin publié dans La Baïonnette. Si vous ne voyez pas, je peux vous dire rapidement la légende. Dis donc, pourquoi tu n'y parles plus à Totor? Penses-tu? Paraît qu'il a un cousin germain. Donc dessin de 1915. Après son bac donc, à Béziers, il vient faire ses études à Montpellier et il met ses talents au service du Congrès national des étudiants de France pour dessiner leur affiche. Donc vous reconnaissez en fond Montpellier. À la fin de ses études, en 1922, il a une période où il fait beaucoup d'aquarelles. Ici, une aquarelle qui représente Béziers. En 1922, après ses études, il part à Chambéry où le préfet veut absolument l'avoir comme chef de cabinet. Ce qui est extraordinaire comme premier poste pour quelqu'un qui sort de l'université. Donc, il part à Chambéry comme chef de cabinet, et là-bas, entrant dans l'administration, il ne renonce pas bien sûr à la peinture, le dessin, etc., mais il doit prendre un pseudonyme, et il prendra comme pseudonyme Romanin, du nom d'une ruine médiévale des Alpilles qu'il fréquentait enfant. Et c'est donc à Chambéry qu'il expose au musée des Beaux-Arts un certain nombre de dessins, dont ce magnifique pastel qui s'intitule Les Picadors. En 1925, il est nommé sous-préfet d'Albertville, plus jeune sous-préfet de France, et c'est dans ces années-là qu'il dessine cet autoportrait. À Chambéry, dès Chambéry, il rencontre notamment Jean Saint-Paul, un artiste qui le met en contact avec des artistes de renom comme Othon Fries, Suzanne Valadon, etc., etc. Et il va fréquenter donc pendant pratiquement toute sa carrière les galeries parisiennes et le Montparnasse, qui était le haut lieu des artistique de l'époque. Et voilà donc un dessin qu'il a publié dans un journal à l'époque. C'est dans la série Montparnasse où on reconnaît donc la caricature de Fujita. Il continue à publier des dessins, donc celui-là peut-être d'humour un peu potache, je peux vous le lire rapidement, de gauche à droite et de haut en bas. Par ces temps de vie chère, il convient, mesdames, de faire fructifier votre petit capital. Tout d'abord, la chute des devises étrangères. Faites de fréquents appels au public et souscrivez de nombreux emprunts gagés sur votre nue propriété sans vous inquiéter du flottant. Mais surtout, mesdames, ne jouez pas trop à la bourse, sinon, gare à l'inflation.
Ensuite, en 1930, il part en Bretagne, près de Quimper, à Châteaulin, comme sous-préfet. Et c'est là-bas qu'il découvre de nouveaux artistes bretons, notamment Tuzet, Jean Tuzet, Max Jacob, bien sûr, qui était à l'époque quimpérois. Et il apprend là-bas la gravure. Voici un exemple de gravure qu'il a tiré donc à une trentaine d'exemplaires. Vous voyez qu'elle est donc signée Romanin, toujours. Gravure qu'il a rehaussée de couleurs. Autre style de gravure, celle-ci, un peu plus sombre, d'un couple sous un porche. Une autre absolument extraordinaire, Les prisonnières. Il a fait également toute une série sur l'enfant prodigue en Provence, en liaison avec son père pour illustrer un bouquin sur la Provence, sur son village de Provence. Avec Jean Tuzet et Augustin Tuzet, et Giovanni Leonardi, il apprend aussi la céramique. Voilà une splendide Pietà qui est visible au musée des Beaux-Arts de Quimper. Et enfin, c'est là-bas qu'il a découvert Tristan Corbière, un des poètes maudits de Paul Verlaine, et dont il a illustré Armor, tiré des Amours jaunes, de 8 eaux-fortes absolument fantastiques, aussi noires que les poèmes qu'il voulait illustrer. Donc celle-ci, c'est comment ça s'appelle ? C'est la Paysage mauvais et la Pastorale de Conly, dont certains diront qu'elles étaient prémonitoires. Ça, c'est entre 1930 et 1933. Elles ont été éditées en 1935 à une centaine d'exemplaires. Toute sa vie et donc jusqu'au dernier moment, il a été artiste, dessinateur. D'ailleurs, son bourreau dira que lorsqu'il lui a tendu un papier, un crayon, parce qu'il ne pouvait plus parler, au lieu de noter des renseignements, il aurait rendu une caricature de son bourreau, caricature qu'on n'a bien évidemment jamais vue. Mais jusqu'au dernier moment et jusqu'à la semaine avant son arrestation, donc c'était le week-end de Pentecôte 1943, nous avons la certitude qu'il continuait à dessiner, puisqu'il a passé le week-end de Pentecôte dans un village au nord de Lyon qui s'appelle Trévoux. Et là, on sait qu'il a pris son vélo pour faire une dizaine de kilomètres vers le nord, dans ce village qui s'appelle Beauregard, en bord de Saône, dont il a dessiné l'église. Bon, je termine par la photo dont on vous a parlé, prise au Pérou par son ami d'enfance Marcel Bernard. Photo qui a dû être prise, donc, contrairement d'ailleurs à ce que disait Marcel Bernard, sans doute en fin février, début mars 40. Donc, bien évidemment, l'écharpe ne cache pas la cicatrice qu'il s'est fait 2 mois plus tard. Mais ce que nous savons, c'est que le 12 mars, il envoie un exemplaire de cette photo à sa sœur, qui était à Montpellier, pour lui dire, voilà les photos de Marcel Bernard, je l'ai connu plus inspiré. Merci Gilbert. Gilbert et Cécile Escoffier, qui sont là, sont donc les petits cousins de Jean Moulin. Je leur dois beaucoup parce qu'ils m'ont donné des documents, mais ils ont fait l'index de ces 1400 pages et ils ont permis d'identifier une centaine de résistants qu'on n'avait pas réussi à connaître. Alors, avant de donner la parole à Madame Lévis-Touzet, qui est vraiment la cheville de cette soirée, je voudrais vous dire 3 mots. D'abord, je voudrais vous dire que nous sommes très tristes parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 absents. 3 absents à cause de l'âge et de la maladie. D'abord, Suzanne Escoffier, qui est la cousine de Jean Moulin,
la plus âgée, qu'il a connue pendant 13 ans et qui vit des heures douloureuses. Et puis Daniel Cordier, qui m'a tant aidé. Daniel Cordier, qui pendant 11 mois a vu chaque jour Jean Moulin. Et nous sommes tristes parce que nous savons que c'est les derniers moments et que le jour où les regards de ces deux personnes se fermeront, le regard de Jean Moulin se fermera à jamais parce qu'ils sont les derniers à l'avoir intimement connu. Et puis aussi, je regrette l'absence de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est André Otto, qui est le président du musée de la Résistance et de la Déportation de Castelnau, qui financièrement a porté ces livres que nous avons publiés. Il est absent aujourd'hui et fort heureusement, il est représenté par monsieur le sénateur Jean-Pierre Grand, dont je tiens à saluer la présence. Il est le fidèle de Jacques Chaban-Delmas, il est fidèle à l'esprit de la Résistance et je l'en remercie. Je voudrais ensuite, je n'ai pas terminé, je voudrais ensuite remercier ceux qui nous reçoivent aujourd'hui, bien sûr cette médiathèque et vous, cher monsieur Budin de Valerin, et vous, cher René Morales, remercier monsieur le maire et monsieur le président Sorel. Il est extrêmement important que sa présence soit effective, physique, ce soir, dans la ville de Jean Moulin. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé pour ce livre. J'ai déjà nommé Cécile, Gilbert, Suzanne Escoffier, Daniel Cordier, mais aussi Dominique Schmitt, qui est le fils d'un des principaux collaborateurs de Jean Moulin, qui a bien voulu relire et m'éclairer sur beaucoup de choses, parce qu'il travaille lui-même sur les clandestins de l'époque. Et puis Madame Caen, la fille de Pierre Caen, le philosophe et résistant, ami de Jean Moulin. Une des dernières lettres que nous ayons, c'est cette lettre de Jean Moulin à Pierre Caen que vous m'avez communiquée. Et je vous en remercie. Donc ça a été un travail collectif et il nous a beaucoup apporté parce que ça nous a permis de mettre en place plein d'éléments dont nous n'avions pas fait la synthèse. Et aujourd'hui, vous voyez, Gilbert nous présente ce dessin de Gambetta. Or, dans sa dernière lettre au général de Gaulle, Moulin dit « Vous êtes le Gambetta d'aujourd'hui, celui qui continuait la lutte ». Donc, le gamin de 16 ans a été marqué par cette figure de Gambetta et il la projette sur Charles de Gaulle. Voilà ce que j'avais à dire. Et je voudrais remercier Christine Lévis-Touzé parce que quand j'ai débuté dans cette étude, moi qui étais spécialiste du Moyen-Âge et de la Renaissance, il y a 15 ans, quand elle m'a reçu dans son bureau et qu'elle m'a ouvert les dossiers d'Antoinette Sachs, qui était l'amie de Jean Moulin, qui a été son compagnon de lutte durant la guerre, et qu'elle m'a dit, voilà, vous regardez tout, y compris ce qui n'est pas communicable. Jamais je n'aurais cru à l'époque qu'elle serait aujourd'hui pour présenter ce livre, qu'elle viendrait à Montpellier. Voilà, merci à tous, et vous, merci d'être ici ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis particulièrement fière et heureuse, moi aussi, d'être ici parmi vous. Et parce que, en 1992, après mon doctorat d'État, soutenu en Sorbonne, j'ai été élu ici directeur de recherche associé à l'université Paul Valéry de Montpellier. Pour la jeune femme qui mettait en place les musées du Général Leclerc de la Libération de Paris et le musée Jean Moulin, vous pensez quelle joie d'être ici, un peu plus proche de ce que, lors d'une communication ici à l'université, j'avais appelé l'enfant du Languedoc et fils de Provence, puisque c'est en quelque sorte les deux qualificatifs que l'on peut attribuer à Jean Moulin. Enfin, je voulais dire,
Ceci, François est extrêmement gentil de faire référence à cela, mais j'allais dire, tout conservateur général d'un musée se doit d'ouvrir ses fonds. Ce n'est pas ses fonds propres, c'est les fonds publics pour un établissement public. Et parce que, outre le fonds d'Antoinette Sasse, qui a justifié pour la ville de Paris, dans son conseil de Paris de décembre 1987, de réaliser un musée ainsi dénommé Musée Jean Moulin, il y a un autre acte juridique pour le musée du Général Leclerc à la Libération de Paris, eh bien, il est tout légitime d'ouvrir au plus grand nombre, et c'est aussi, comme d'autres institutions muséales, un centre de documents et de recherche. J'ajoute que ça fait presque 30 ans, bientôt, que je connais la famille Jean Moulin, et nous avons travaillé de la même manière et avec beaucoup de confiance réciproque pour cette personnalité qui a été quand même singulièrement malmenée après la Seconde Guerre mondiale, une fois disparue. Je vous rappelle ceci, et j'avais été extrêmement frappée alors que je mettais en place les musées. La une d'un journal que je ne citerai pas par pudeur, avec la photo que vous a montrée tout à l'heure Gilbert, Jean Moulin, agent soviétique. Et un de mes cadres à la ville de Paris, me recevant, me dit « Vous vous rendez compte ?» Et puis c'est appuyé par un historien, je lui réponds « Vous savez, même les historiens racontent des bêtises. » Mais ça vous rappelle le cadre difficile dans lequel a évolué la famille, même ceux qui travaillaient et qui faisaient leur devoir sur le plan de l'histoire. En 2011, et je lui rends hommage, André Escoffier-Dubois, décédé, a légué à la ville de Paris un fonds privé d'archives que citait François tout à l'heure, dessins, correspondance de l'or avec, alors qu'elle réalisait les biographies de Jean Moulin, et richesse et pépites, évidemment, ces dossiers, ces archives d'enfants, composition française, dessins, eau-forte bien sûr, correspondance et tout le dossier administratif de la carrière et de l'évolution de la carrière de Jean Moulin, dont on voit, et j'en terminerai là pour la présentation, combien la famille de Jean Moulin, ses parents, Antonin Moulin et Blanche Pègre, ont eu soin, leur sœur aussi, et ensuite petite cousine, et petit cousin, Henri Escoffier, apporté à la conservation de ces archives qui permettent de retracer la carrière de manière extrêmement précise de Jean Moulin à une époque où les fonds d'archives n'étaient pas tous ouverts. Je vous rappelle aussi qu'en 2013, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, a restitué là où ça aurait toujours dû être, aux archives nationales, le dossier du préfet Jean Moulin conservé au ministère de l'Intérieur. Il l'a remis à Aurélie Filippetti et il est dorénavant consultable. Ça représente une masse importante. J'ajoute aussi que tout cela n'aurait pas été possible sans l'œuvre de Suzanne Escoffier, qui a pris le relais de sa sœur ces dernières années, mais qui a œuvré aussi pour que ce legs à la ville de Paris se fasse dans les meilleures conditions. Donc vous voyez, nous ne sommes que les uns et les autres des maillons dans l'échelle de l'histoire pour contribuer à toujours une meilleure connaissance de l'histoire de Jean Moulin. J'ajoute que ce soir, et je ne veux pas vous décevoir, mais je brosserai à grands traits la vie, la carrière et l'action de Jean Moulin sous ce titre que j'ai donné, artiste, préfet résistant aussi, artiste résistant aussi. Vous voyez bien ce mélange qui est, au fond, la personnalité forte de Jean Moulin. Et je rends hommage aussi celle avec qui j'ai conduit l'exposition de 2013 qui a été inaugurée par Bertrand Delanoë, Redécouvrir Jean Moulin, où nous montrions les pépites de ce beau legs de la famille Escoffier au musée, qui a donné lieu à un beau livre qu'on a écrit toutes les deux avec l'historienne Dominique Veillant. Ce que nous savons ces dernières années, la somme que vient d'apporter François est colossale, parce que cela donne à voir à tout chercheur, à toute personne intéressée par l'histoire de Jean Moulin, mais les documents de base. Au fond, c'est un peu Jean Moulin par lui-même. J'ajoute qu'il est trop modeste pour l'avoir dit, mais on lui remettra le 29 novembre officiellement, c'est connu, une mention
dans le cadre du prix littéraire du Comité d'action de la résistance souvenir français, sous les ordres du Sénat, c'est le 29 novembre prochain. Pourquoi ? Parce que c'est un ouvrage, vous l'avez compris, qui n'a pas eu le prix, mais une mention, ce qui est un honneur, parce qu'il apporte là des sources utiles pour tout celui qui veut connaître davantage Jean Moulin et qui veut aller aux sources. Autant dire, ça correspond comme un musée à tout public pour une connaissance approfondie de l'homme. Alors, me fondant là-dessus et sur l'exposé que je devais faire ce soir, c'est volontairement que j'ai choisi quelques axes. Je ne vais pas tout vous raconter de la vie de Jean Moulin, n'y trouvez pas. Il y aura plein de choses que je passerai sous silence pour insister sur des aspects plus, j'allais dire, méconnus. Plus méconnus parce que la personnalité de Jean Moulin était beaucoup enrichie par les travaux éminemment importants de Daniel Cordier, cité tout à l'heure par François Berriot, Jean-Pierre Azéma aussi, François Berriot, tout récemment encore, un ouvrage de Bénédicte Vergès-Chénion, Jean Moulin, L'Affranchi, comme Thora Rabineau, l'autre Jean Moulin. Et tout le monde apporte son édifice à l'histoire de Jean Moulin. Famille à l'ancrage fortement républicain. Jean Moulin, pour faire court, est un républicain de gauche. Je ne reviendrai pas sur la famille dont a parlé Gilbert. Et élevé dans une famille unie, proche des enfants, où les enfants ont un rôle, une instruction évidemment sévère, ferme, mais aussi ouverte à la culture, ouverte à tous. Un Antonin Moulin dont on sait qu'il est athée. Et je parle sous le contrôle des petits cousins. Blanche Pegg, sa femme, elle aussi cultivée, lui est prof d'art, d'histoire, géographie et de lettres, et elle, Blanche, a son brevet supérieur. Et donne à ses enfants une éducation religieuse. Ici, vous avez cette photo de Jean Moulin. Attendez, je fais fonctionner au mieux la souris. Je vais y arriver. Alors je mets... C'est là. Non, pardon. Je fais une fausse manœuvre. Donc, c'est au collège Henri IV. Veuillez m'excuser, mais j'ai eu une mauvaise vision avec l'œil gauche. Voilà. Sous votre contrôle, hein, Gilbert. Il est là, là. Oui, elle nous fait des siennes. Voilà, c'est bon. Et je vais un petit peu avancer dans le temps, mais au fond, que sait-on des convictions religieuses de Jean Moulin? Il a eu une éducation catholique. Il a fait sa première communion ici au collège Henri IV, 12 mai 1910. Par la suite, moi je retiens plusieurs images. Lorsqu'il est préfet de l'Aveyron, il reçoit en 1938 pour l'inauguration d'un centre pour les enfants orphelins, Monseigneur Verdier, qui a été archevêque de Paris, l'auteur de la paix sociale, ce qui est un grand pas sous un régime de front populaire, vous imaginez bien. Et il le reçoit en saluant en lui l'éminence de l'Église, le bâtisseur de la paix. Je mets un petit bémol sur la biographie de Laure Moulin concernant son frère en indiquant qu'il est athée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut trancher aussi fortement. Pendant la guerre, et compte tenu du décès de son père Antonin Moulin en 1938, eh bien, Jean Moulin, c'est tout naturellement qu'il est le parrain de Suzanne Escoffier, qui est encore parmi nous, et qui assure qu'il l'accompagne lors de sa première communion. Voilà, je n'en dirai pas davantage, mais il a toujours ces liens de respect, pas de propos anticléricaux que l'on trouve dans ses écrits. Je parle sous votre contrôle, François, mais on n'a pas cela. De la même manière qu'il a des contacts très forts lorsque, après sa tentative de suicide en juin 1940, j'ai été en contact avec les Sœurs de la Charité qui l'ont
soigné lorsqu'il est revenu à la préfecture, dans l'une d'entre elles, sœur Aimée Gesbert, et qui indiquait combien ils avaient eu des échanges forts et intéressants. De la même manière que l'épisode de juin 1940, alors qu'il manque de bras, il a la bonne volonté de Monseigneur Lejar, qui est évêque de Chartres, et qui lui rappelle, c'est du reste des pièces précieuses privées de la famille Escoffier, un an après ces épisodes de juin 1940, donc en juin 1941 et en 1942, les bons moments de solidarité au milieu de ce désastre. Donc voilà pour clore cette page concernant l'engagement, l'attitude de Jean Moulin à l'égard de la religion. Élève moyen, je n'y reviendrai pas, mais qui a ses 2 baccalauréats et qui, par raison, et sans doute pour suivre les conseils de sa famille, ou plus exactement pour ne pas les heurter. J'analyserai ça un peu comme cela, et en parlant, là encore, sous le contrôle de nos 3 amis, pour ne pas heurter ses parents, parce qu'il y a eu un grand drame dans la famille Moulin avec la mort, en 1907, du frère aîné Joseph, parrain de Jean Moulin. Le petit était très frappé et très chagriné de la disparition de son grand frère. Et donc, sans doute pour ne pas rajouter à la peine, eh bien, c'est tout naturellement qu'il s'inscrit en droit sans conviction. Sa passion, c'est le dessin, vous le savez, elle l'accompagnera jusqu'à ses derniers jours. Et il est attaché au cabinet du préfet de Montpellier parce qu'il faut aussi subvenir à ses études. La famille Moulin n'est pas une famille suffisamment aisée. Et donc, il fait ses débuts à la préfecture de Montpellier. J'ai retenu cette image lorsqu'il est mobilisé en avril 1918 au 2e génie de Montpellier. Vous le voyez là. Non, je ne vais plus cliquer, c'est promis juré. Et cette photo est prise non loin de Verdun, septembre 19. Il est marqué, il n'a pas devancé l'appel, mais il est marqué par ce qu'il a vu du retour des prisonniers de guerre d'Allemagne. On le sait par la correspondance qu'il envoie à sa famille. Donc, durablement marqué par la guerre. Et j'ajoute que tout au long de sa carrière, Jean Moulin est un pacifique qui croit en la sécurité collective, c'est-à-dire la Société des Nations, qui est un membre de la Société des Amis d'Aristide Briand qui profète la paix, enfin qui y tiennent. C'est comme tous les gens de sa génération, vous savez, c'est pas exceptionnel, compte tenu de la dureté de cette guerre totale, et il emploie cela dans sa correspondance. Alors, concernant les idées politiques de Jean Moulin, je vous ai indiqué, il est profondément républicain, à notre connaissance et en l'état actuel des archives, et on n'a pas trouvé cela dans le fonds privé que conservait Laure après ses parents, Laure Moulin. Il n'a pas de carte au Parti radical socialiste, comme on a voulu le laisser croire. Je vous ai sélectionné ces deux documents, la photo à la réserve Rimbaud de Montpellier avec ses camarades étudiants. Il est à droite. Et là, sa carte de membre actif des jeunesses laïques et républicaines de tendance radicale socialiste. C'est le seul document qu'il y a. C'est un militant républicain de gauche qui dit ce qu'il pense, qui souvent, dans ses fonctions ultérieures de sous-préfet, de préfet, n'hésite pas à dire ce qu'il pense, et du reste, il est bien mis dans la catégorie des préfets de gauche. Donc jusqu'en 1922, il est à Montpellier, et la progression de sa carrière, il a été très formé au sein du cabinet du préfet de Montpellier, aux affaires politiques, aux commémorations aussi, à l'anniversaire de Montpellier. Gilbert a montré tout à l'heure l'affiche aussi pour la célébration de cet événement.
Au lendemain de la guerre, il y a eu différentes manifestations politiques et de visites en région, si fait qu'il a eu un poste formateur sur le plan politique au sein du cabinet. Et c'est un ancien secrétaire général promu préfet à Chambéry qui le prend avec lui pour le suivre à Chambéry. J'ajoute que le préfet Lacombe à Montpellier disait de lui fera un excellent sous-préfet lorsqu'il aura sa licence de droit. À l'époque, la voie de la préfectorale n'était pas du tout la même voie que maintenant, mais licence de droit et solidarité dans la carrière. Son père, Antonin Moulin, qui dans ces années-là est au conseil général et vice-président du conseil général, l'a aidé en lui mettant le pied à l'étrier. Et par la suite, eh bien, il suit pour sa carrière minutieusement pour être promu au mieux. Plus jeune sous-préfet en 1925, plus jeune préfet en 1937. Pour quelqu'un qui est entré dans l'administration préfectorale sans conviction, il se révèle un excellent administrateur, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, Jean Moulin s'est marié à Marguerite Cherouti en 1926, qui est une petite cousine éloignée de quelqu'un qui devient son ami et qui est Pierre Cotte, plus tard député de Savoie en 1928. Union malheureuse qui se termine en 1928 au tort exclusif de la jeune femme qui a quitté le domicile conjugal. Je vous rappelle le contexte de l'époque. J'ajoute que des documents figurent dans un fonds qu'avait donné Laure à la Bibliothèque nationale de France et qui sont consultables, où il y a là également quelques belles pépites. Alors, il n'a pas eu d'enfant, Jean Moulin, mais j'y reviendrai plus tard. C'est sans doute une plaie forte. Il me semble, alors je ne sais plus si c'est vous, François, ou notre ami Vieux, procureur général adjoint du procès de Barbie, l'adjoint d'Autruche, qui, en écrivant aussi un très beau livre sur Jean Moulin en Savoie, indique que Marguerite Cherouti a perdu un bébé avant l'enfantement et qu'il en a été profondément meurtri. Son attachement aux enfants a toujours été une constante dans sa vie. Vous avez cette photo de famille qui fera chaud au cœur à Cécile, puisqu'il y a son papa ici sur la gauche, Henri, André, dont on vous parlait, et Suzanne, les trois frères et sœurs. Ici, Jean en béret. Alors, je l'ai choisi aussi pour un clin d'œil à la clandestinité. Parce que dans la clandestinité, il ne faut pas se représenter Jean Moulin en chapeau mou, en foulard et en par-dessus. Mais en canadienne et le béret, installé avec son chevalet, là où il peut, en attendant un parachutage ou diversion aux préoccupations, comme l'indiquait tout à l'heure Gilbert, à la veille d'autres événements d'importance, le week-end de la Pentecôte 1943. Très famille, Jean Moulin est toujours très proche de ses parents et de sa sœur. Il les reçoit ici à l'été 1930, lorsqu'il est sous-préfet à Châteaulin. Vous voyez, ce qui est rare. Blanche, qui est toujours discrète à l'égard des appareils photographiques. Laure, Antonin Moulin et Jean. Très belle photo à la pointe de Pénire. Alors j'ajoute qu'au tournant des années 1930, et au fond dans cette première partie d'avant-guerre, je vous dirais que Jean Moulin laisse poindre Rex. C'est-à-dire que c'est à la fois un mélange d'insouciance, de joie de vivre, vive les vies. Et pour tout vous dire, après Marguerite Cherouti, il y a eu d'autres compagnes, dont Antoinette Sasse, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, qui a légué ses biens à la ville de Paris, et qui était son aînée de 2 ans, et qui avait une vie aussi libre pour l'époque que lui-même. C'est-à-dire qu'en même temps, elle était compagne de cœur du poète Paul Géraldy, mais tout en étant quelqu'un qui a compté pour Jean Moulin avec d'autres femmes, et à qui il a demandé à Antoinette Sasse d'avoir un enfant
un peu avant la guerre. Au milieu des années 30 et en 1933, à partir de 1932-1933, Moulin, tout en étant sous-préfet, est aussi détaché pour des missions ponctuelles en fonction des crises ministérielles auprès de Pierre Cotte qu'il fait venir auprès de lui, d'abord au sous-secrétariat d'État aux Affaires étrangères, puis au ministère de l'Air en octobre 1933. Or, Jean Moulin est témoin, place de la Concorde, le 6 février 1934, alors qu'on est en pleine crise parlementaire, et bien de l'attaque des ligues d'extrême droite contre le Parlement, contre l'Assemblée nationale. Et alors, dans cette lettre, qui est très forte, l'original a été légué par André au musée, il indique sa révolte de lui, témoin, place de la Concorde, le soir, de l'attaque des gardes républicains par les camelots du roi, qui coupent les jarrets des chevaux. Et dans de la lettre compte-rendu qu'il en fait à ses parents le 12 février, en rejoignant sa préfecture de Thonon, sa sous-préfecture, il indique sa révolte est surtout témoin de la violence du débat politique puisqu'il reçoit les appels téléphoniques menaçant de mort Pierre Cotte. Étape forte, déterminante pour lui sur la déliquescence de la politique, de la vie politique en France, qui donne en même temps naissance, puisque c'est à partir de février 1934, pour votre information, que vont se forger les bases de rassemblement populaire 14 juillet 1935 pour un front populaire élu l'année suivante, en 1936. Et entre-temps, Jean Moulin, je vous disais, vive la vie, passionnément sportif, bon skieur. Il s'exile en quelque sorte au Tyrol, loin des miasmes de la vie politique à Paris, avec ses amis Pierre et Néna Cotte au Tyrol. J'avais sélectionné une eau forte sur les chômeurs en 1937, mais pardonnez-moi du ratage informatique. 1936, étape importante, puisque dans le gouvernement de Front Populaire, Pierre Cotte a le ministère de l'Air, et au cabinet civil, Jean Moulin s'occupe notamment de deux dossiers importants, l'aviation populaire, accessible au plus grand nombre de jeunes, et destinée aussi à former des jeunes dans des objectifs de défense nationale. C'est l'effervescence du Front Populaire à tout niveau, culture, congés payés, bien sûr, c'est le plus connu, mais aussi accessible à tous. Et puis une autre affaire internationale, puisque Jean Moulin n'est pas le seul, est au cœur du dispositif d'aide aux républicains espagnols. Alors, je répondrai à vos questions tout à l'heure, mais il y a une lettre de Pierre Cotte adressée à Laure Moulin, de mémoire en 1968, où il est écrit Jean Moulin était au cœur d'un dispositif qui est allé au-delà de tout ce que l'on pouvait faire. Dans un climat politique évidemment extrêmement dur d'autant plus qu'au sein du gouvernement de Front Populaire, le ministre des Affaires étrangères, Yvon Delmos, n'est pas favorable à une intervention en Espagne parce qu'à tout prix, on veut éviter la guerre. De la même manière qu'à l'intérieur du cabinet de Pierre Cotte, son directeur de cabinet n'est pas favorable non plus à l'intervention et qu'il y a les règles de non-intervention, mais aide discrète et souple. J'ajoute que ce conflit franco-espagnol, ce conflit du Front populaire contre les putschistes de Franco, a durablement marqué Jean Moulin à tel point qu'il y fait référence dans la résistance aux proches en imposant une autorité à tout crin pour maintenir l'unité, parce qu'il a été extrêmement aussi meurtri par la désunion des républicains espagnols. J'ajoute que plus tard, lorsqu'il est préfet à Rodez, là vous le voyez déposer un gerbe en 1937, où il était un éphémère préfet de Rodez avant de retourner appelé à des tâches plus nationales auprès de Pierre Cotte, a été président d'honneur d'une association d'aide aux républicains espagnols en mettant aussi de sa poche pour l'aide.
Alors, je ne reviendrai pas sur cette photo dont a parlé Gilbert, prise ici à Montpellier, qui a fait de Jean Moulin ce portrait figé, cette icône choisie par Laure. J'avais 9 ans en 1964, devant la télévision de mon oncle et ma tante, parce que nous n'avions pas chez moi, en Anjou, je suis angevine, je ne suis pas parisienne, la télévision, et que j'ai pu regarder la cérémonie transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, où cette photo était affichée en très grand. Alors, sur la période de l'entre-deux-guerres, Jean Moulin, comme sous-préfet, a été au contact des événements nationaux, mais aussi de portée internationale, avec aussi une projection, avec aussi une projection, ce qu'il voit comme inéluctable, la montée des périls qui doit déboucher sur un conflit. Toujours, tenant à la paix, mais en même temps à propos des accords de Munich, et c'est ce qu'apporte l'ouvrage de François dans un document de novembre 1938. François montre combien il tire à la fois les leçons parlant de immoralité, c'est pas le terme exact, il dit moralité internationale qui n'est pas là au rendez-vous concernant la crise des Sudètes, et puis aussi où Jean Moulin invite à l'apaisement des haines des haines politiques qui ruinent la nation. La nation, une, indivisible, rester unie jusqu'au bout, et sans doute marquée aussi, comme le montre bien ce document, par l'échec de la Société des Nations, de la sécurité collective. Je vous rappelle que l'Allemagne nazie a claqué la porte de la Société des Nations. La carrière préfectorale a continué, préfet de Rodez. J'ajoute que lui qui a été mobilisé pendant la Première Guerre mondiale en avril 1938 a profité de son passage au ministère de l'Air pour parfaire sa formation militaire qui lui tient à cœur. Il a été versé dans le cadre de réserve de l'armée de l'air, sergent mitrailleur, et suivi une formation en Marignane en 1937, puis au bataillon 117 qui était jusqu'à une époque récente, boulevard Victor à Paris. Donc c'est un conscient de ce qui se profile, il veut servir son pays. Du reste, dès 1938, il œuvre pour se faire, pour être mobilisable sous les drapeaux et ne pas être dans la position d'affecté spécial qu'on veut lui confier. C'est tellement vrai que par tous les moyens, il œuvre et il est mobilisé une petite semaine en décembre 1939 au bataillon de 117 boulevard Victor à Paris, avant d'être appelé à l'ordre par son ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, qui exige qu'il regagne son poste à Chartres où il est jugé plus utile. Il a 40 ans et on estime que ce préfet de valeur, cet administrateur à l'intégrité reconnue, au sens de l'organisation aussi reconnue, est plus utile à son poste. Effectivement, Chartres, non loin de Paris, eh bien, ce département d'Eure-et-Loir est traversé par les vicissitudes du front, de l'afflux de réfugiés, dans la position de désastre que vous savez. Alors, je n'insisterai pas beaucoup, puisque Jean Moulin en a largement parlé lui-même dans le journal qu'il a écrit ici, dans l'appartement de famille au 21 de la rue actuelle Jean Moulin, de ses parents, en fin 1940 sans doute, et qui a été caché, le manuscrit, au Mazet qu'il a fait acheter par sa sœur, qui lui a servi d'intermédiaire en 1940, la Lec près des Galières. Mais il est utile de rappeler, si vous voulez, la lucidité qu'il a, puisque le 15 juin 1940, il
se fait toujours très attentif et affectueux à l'égard de sa maman, veuve depuis avril 1938. Et pour l'aménager, il lui donne de ses nouvelles. Alors, outre cette lettre, il lui a fait passer un autre courrier remis en main propre qui a été posté plus au sud pour être sûr par des voisins que sa maman les attend en leur rassurant sur son sort. Mais le 15 juin 1940, il décrit dans cette lettre alors et à sa maman la situation du département saignant de toutes parts, l'Eure-et-Loire, et en terminant et en indiquant aussi dans cette lettre un vœu qu'il demande alors d'exécuter, d'adopter un orphelin parmi les réfugiés sur les routes de France. Parce que, dit-il, ce serait un prolongement. Je vous ai indiqué tout à l'heure cette sans doute blessure secrète et cette volonté d'avoir un enfant. Au-delà de cela, et en post-scriptum, il écrit ceci: si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire quelque chose de contraire à l'honneur, vous savez déjà que ce n'est pas vrai. 15 juin 1940, on ne force pas le coup de l'histoire. Effectivement, le 17 juin 1940, Jean Moulin est au rendez-vous. Il a reçu l'ordre de son ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, de se retirer en zone sud, mais il reste à son poste parce qu'il veut protéger les populations dès lors que le vainqueur arrivera et accueille en tenue de préfet à la préfecture de Chartres. La suite est connue, mais je vous la rappelle. Convoqué au QG à Chartres, on veut lui faire signer un document infamant pour l'armée française, puisqu'il accuse à tort les troupes sénégalaises de l'armée française, en l'occurrence celle du 26e régiment de tirailleurs sénégalais dans la région, d'atrocités sur les populations civiles. Il n'est pas besoin de vous rappeler ce qu'est l'idéologie nazie de la Schwarzschande, honte noire, dégénérescence de l'armée française vue par les nazis, puisqu'il y a les troupes de l'Empire dans l'armée française. Il est tabassé et dans la nuit du 17 au 18 juin, il n'a pas connaissance de l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, il tente de se suicider pour ne pas céder sous les coups de ses bourreaux. Ce délire de ces troupes nazies en délire, comme il l'écrit lui-même, et il veut aussi ne pas faire honte à sa mère et déshonorer l'armée française. Il est soigné, sauvé in extremis. J'ajoute qu'il vient de subir un tabassage en règle en juin 1940 pendant plusieurs heures, et il ne faut pas sous-estimer les mauvais traitements qu'il a subis, puisque les collections font que le musée a hérité d'un moulage de la dentition de Jean Moulin qui a dû voir un chirurgien dentiste à Marseille l'année suivante et dont les traces du moulage montrent qu'il a eu la fracture, il a eu le maxillaire inférieur durement fracturé. De cela, il en a tiré une leçon: ne jamais céder sous les coups des bourreaux. Tentative de suicide une première fois, pour la suite, et compte tenu de ce qu'il subit en juillet 1943, il a tout lieu de penser qu'il a probablement tenté aussi à nouveau de se suicider. Alors vous voyez cette photo prise par la secrétaire de la préfecture et envoyée à sa famille pour la rassurer quant à son sort. Et là, cette écharpe montée haut pour rassurer les siens. Tout naturellement révoqué de ses fonctions en novembre 1940 parce que classé comme préfet de gauche et pour la politique de révolution nationale mise en place par le gouvernement de Vichy dès les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 font que Moulin sait son heure proche et il rejoint le Sud. J'allais vous dire qu'il n'a pas démissionné, bien qu'il était à bout, parce qu'il
il a voulu jusqu'au bout protéger les populations. Et du reste, toute la correspondance que vous publiez, François, concernant tous les freins qu'il met pour aussi bien l'application des mesures antisémites qu'à l'égard des francs-maçons, etc., le prouve, anticommuniste, le prouve. Il y a là des documents qui parlent et qui me rappellent un mauvais débat encore, il y a quelques années, dans Le Monde, laissant à penser que le préfet Jean Moulin n'aurait pas été au rendez-vous. Non, il l'est, et il protège les populations jusqu'au bout. J'ajoute qu'une lettre de l'automne 1940 à sa mère et à sa sœur indique combien il en a assez, qu'il songe. C'était la croisée des chemins, il songeait à ce moment-là à lâcher prise et à démissionner. Donc, sens de l'État, il ne sait pas qu'il a une cote particulière d'administrateur, puisque dans le gouvernement de Pétain qui s'est formé à Bordeaux, à la demande du président de la République, Albert Lebrun, on l'oublie trop souvent, eh bien, Charles Pomarez, ministre de l'Intérieur, a songé à nommer au poste de directeur de la Sûreté générale de la police Jean Moulin, réputé comme préfet exemplaire pour son intégrité, etc. Mais le 17 juin 1940, il n'est pas trouvable et on pense à d'autres personnes. Jean Moulin, je vous l'ai dit, replié dans le sud, se forge et a songé du reste de l'épisode de Chartres, d'un département occupé. Là, enclin à se forger une fausse identité au nom de Joseph Mercier. Vous avez là ses papiers anglais, né à Péronne ou à Piquigny, mais les fichiers de l'état civil ont brûlé. Et il le sait. C'est une couverture admirable, parce qu'il était important à l'époque de choisir des pseudonymes, en France occupée comme en zone sud aussi, avec les mêmes initiales. Donc ces déclinaisons, c'est Joseph Mercier ou Jacques Martel, le studio d'artistes qui loue en avril 1943 à Paris, c'est sous ce nom, ou Jacques Marchand. Et là, vous avez ces papiers qui viennent de la famille, le ministère de l'Intérieur, où cette photo, vous avez l'apparence de Moulin résistant, moustache et parfois avec les lunettes en plus, comme ici sur cette photo de ces faux papiers. Donc en 1941, Moulin a mis du temps à établir des contacts et mis du temps aussi sur un épisode que je passerai rapidement, c'est obtenir un faux passeport, un visa espagnol et portugais pour partir dans des bonnes conditions, c'est-à-dire arriver à bon port au Portugal et à viser. Il a envisagé un temps d'aller aux États-Unis, mais où Pierre Cotte s'y est finalement installé avec sa femme, mais c'est au Portugal, à l'automne 1941, qu'il se décide à rejoindre Londres et qu'il a établi à Lisbonne ce rapport recensant les mouvements naissants de résistance, on pourrait dire les groupuscules en zone sud. On sait les contacts qu'il a eus à Marseille. On sait aussi le rôle qu'a joué en année de ça. C'est des amis qu'il a eus au cabinet de Pierre Cotte. Henri Manès notamment, qui est installé d'abord à Cannes, puis ensuite à Bargemont, et qui l'aide dans sa quête de faux papiers, de fausses identités. Au-delà de ça, il a eu des contacts avec le mouvement de François de Menton, Liberté, le mouvement de libération nationale qui, durant son séjour à Londres, son premier séjour, va devenir par fusion avec Liberté, Combat, et puis Libération d'Astier de la Vigerie, dans lequel il y a aussi les Aubrac. Le but de Moulin, et ce n'est pas un administrateur ni un préfet pour rien, c'est d'avoir de l'aide. Sans Londres, sans les liaisons avec Londres, rien n'est possible. Donc, il gagne Londres et comme tout résistant venant de France, et on sait à l'ambassade de Grande-Bretagne, de Lisbonne, qui a communiqué à Londres, qui il est, il passe par le débriefing habituel.
jusqu'à enfin pouvoir rencontrer le général de Gaulle le 25 octobre 1941. Pour être très synthétique, ils sont impressionnés mutuellement. Moulin dira lui-même alors, c'est un grand homme, dans tous les sens du terme, hein, sans ironie, 1,98 m, le général de Gaulle. Mais impressionné, et Jean Moulin pour le général de Gaulle, c'est important, arrive à un bon moment. Septembre 1941, la lune de miel avec les Anglais est terminée, Winston Churchill, depuis bien longtemps. Il y a eu l'affaire de Syrie. En septembre 1941, le général de Gaulle fonde le Comité national français, qui est en quelque sorte un noyau de gouvernement provisoire en exil à Londres, et que les conflits avec les Britanniques et bientôt les Américains est constant. Que les Anglais n'ont pas envie de financer la résistance en tant que telle, si ce n'est les réseaux pour les renseignements, pour les actions, pour le sabotage et les actions militaires. Et tout dans les échanges de Jean Moulin avec le général de Gaulle porte justement sur cette jonction nécessaire avec cette résistance pour s'imposer, pour qu'il y ait une union de la résistance derrière le général de Gaulle dans cette France en guerre que aussi bien le général de Gaulle et Jean Moulin veulent unis autant que faire se peut. Mais tout le débat de l'automne, de la fin 1941 à juin 1943 et au-delà de la disparition de Moulin, les Alliés ont d'autres atouts que Churchill, à partir de l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, regarde toujours et privilégie toujours le grand large, c'est-à-dire l'allié américain et non pas la France libre. En même temps, le général de Gaulle dispose d'alliés au sein même du gouvernement de Winston Churchill, en la personnalité d'Eden, ministre des Affaires étrangères et francophile et francophone, et utile aussi pour, à certains moments, ramener à la raison ce monde politique un petit peu dur. Moulin reste longtemps en Grande-Bretagne, et plus que de raison, bien à cause sans doute des tentatives faites par les services anglais du Special Operation Executive pour le récupérer, mais ici pour l'organisation et la mauvaise volonté britannique des mouvements d'avions pour parachuter, déposer. Et à la suite de ratages mais nombreux, y compris d'intervention du général de Gaulle auprès d'Eden pour lui dire qu'il faut absolument renvoyer Jean Moulin le plus vite possible parce qu'on l'expose à être arrêté dès qu'il sera arrivé en France, en zone sud, parce qu'il était en Grande-Bretagne depuis trop longtemps, et de Jean Moulin lui-même auprès du général de Gaulle, demandant d'intervenir auprès de la Royal Air Force pour qu'enfin il soit parachuté. Il a été formé pour rien jouer. Son séjour long lui a permis de faire la connaissance de Français libres, Paul Schmitt, qui sera ultérieurement, qui va devenir le responsable du bureau des opérations aériennes et un proche de Moulin. Et il est parachuté avec un officier de liaison, Français libre, Raymond Fassin et Montjarret, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, non loin des Galières, plus exactement, sans doute près des étangs de Mauriès, aujourd'hui asséchés puisque Moulin est tombé dans l'eau. J'ajoute qu'en ce qui concerne la précaution de sécurité de Moulin, c'est un homme responsable hein, qui organise bien sa clandestinité, puisque cette lettre cette carte que je vous ai montrée est adressée, il les avait préparées au préalable et les avait fait passer par sa sœur à sa cousine Marcelle Sabatier, qui était institutrice à Blanc-Ménil, qui était chargée de les envoyer de manière régulière à sa famille en zone sud. Et c'est durant son séjour, là la notation, à Londres. Voilà une photo
prise par une amie de Laure Moulin qui montre les Alpilles et la Lègue, à peu près sans doute, je parle sous votre contrôle, par là, hein, au-delà des Galières, auprès des Alpilles, comme je vous l'indiquais, qu'il a fait acheter par sa sœur à qui il a donné procuration. J'ajoute que préfet relevé de ses fonctions minutieux, il a pris soin de se faire déclarer officiellement à Saint-Andiol, dans le berceau de la famille de Jean Moulin, dans les Bouches-du-Rhône, agriculteur, maraîcher, puisqu'il lui faut une couverture officielle, ne serait-ce que pour avoir les tickets d'alimentation et banque textile. C'est un moyen de contrôle. Je veux dire, vous avez ici un brouillon de grille de codage utilisé par Jean Moulin, puisqu'il a été formé, comme tous ceux parachutés en France, à l'école au centre de parachutage de Ringway, et n'a pu être parachuté qu'après avoir eu son brevet de parachutisme. Donc les missions qu'il a, missions militaires importantes, désolé, hein, je ne pouvais pas, c'est pas très, très lisible, mais où il est chargé pardon, la légende n'est pas bonne. C'est l'ordre de mission militaire signé du général de Gaulle et dans lequel il a ordre de créer des groupes paramilitaires au sein de l'armée secrète avec des moyens financiers. La durée de sa mission explique aussi qu'à l'issue d'échanges avec le général de Gaulle, il a la mission politique de coordonner les mouvements de zone sud et porteur de moyens financiers pour les mouvements, ainsi qu'une lettre personnelle du général de Gaulle destinée aux chefs de mouvement, consciente et missive humaine, consciente des sacrifices que font les chefs de mouvement de résistance. Alors, troisième temps, c'est Rex dorénavant pour Londres. Sachez qu'à Londres, c'est le caporal Mercier, comme c'est Joseph Mercier ou les autres pseudonymes que je vous ai dit en France, et dans sa correspondance avec Londres, les télégrammes envoyés codés sont signés de Rex. La difficulté de Moulin, et au fond à quoi il va servir, c'est du sud où il était. Il établit ses quartiers à Lyon, puisque les états-majors des trois grands mouvements de zone sud, Libération, Combat et Francs-Tireurs, sont à Lyon. Et au-delà de ça, il est seul, profondément seul. Ce n'est que fin juillet qu'il prend Alain, cet officier de la France libre, envoyé en France, qu'est Daniel Cordier. Jusque-là, il doit se débrouiller seul avec les bonnes volontés, coder lui-même, décoder. Et on sait qu'il a bénéficié du soutien et de l'assistance d'Antoinette Sas, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en plus aussi agent dans le réseau Gilbert du colonel Groussard. Donc cette tâche en 1942, pour être bref, c'est la coordination des mouvements de zone sud, ce qui ne va pas de soi parce que les uns et les autres sont entrés en résistance, pas forcément par référence à l'appel du général de Gaulle ou pour toute autre raison, contre les nazis, pas toujours contre le gouvernement du maréchal Pétain. Il y a eu un peu d'ambivalence de la part d'Henri Freinet, qui était capitaine de l'armée d'armistice, jusqu'à ce qu'il démissionne dans une lettre très émouvante envoyée directement au maréchal Pétain, en indiquant que de foi, elle n'en avait plus qu'en son pays et pas dans les hommes. J'ajoute que le point fort, c'est à la fois la lettre du général de Gaulle, mais aussi les moyens financiers qu'il va dispenser pour la survie des mouvements, et aussi les structures qu'il va faire mettre en place, qui existaient parfois de manière embryonnaire, pour structurer la résistance. Rien n'est possible, selon lui, sans les moyens de Londres, sans les transmissions avec Londres. Donc, il met sur pied un service de transmission. Une agence de presse clandestine qu'il confie à Georges Bidault, c'est le bureau d'information et de propagande, parce qu'il faut des liens réguliers avec Londres et réciproques. On sait depuis peu qu'au commissariat national à l'intérieur dont il dépend à Londres,
celui chargé de l'information de la propagande, Jean-Louis Crémieux-Briac, était chargé d'établir des synthèses de la presse à Londres, de la presse à caractère international et la presse de guerre, pour Rex, dont il ignorait qui il était, il l'a su qu'après-guerre. Et donc, cette année 42 est à la fois dure parce qu'il y a des divergences des chefs de mouvement, Freinet, d'Astier, comme Jean-Pierre Léby. C'est pas simple de faire admettre une autorité qui est loin, qui est à Londres et qui n'est pas toujours consciente des problèmes de terrain. Et la situation singulière de Jean Moulin est d'être le trait d'union d'une résistance à venir en construction qui débouche en juillet 1942 sur l'annonce officielle par le général de Gaulle de la France combattante, c'est-à-dire France libre plus résistance intérieure, et en même temps, eh bien, trouver un chef à cette armée secrète. Freinet a pensé ce que devaient être ces groupes de parachutistes au sol, comme il le dit lui-même, et finalement, tant bien que mal, eh bien, c'est de Lestrin qui est judicieusement trouvé par un membre du mouvement combat et qui accepte le poste de chef de l'armée secrète. Accepté immédiatement par le général de Gaulle. Les deux officiers généraux se connaissent. C'est un choix judicieux. Pas simple pour un homme de 63 ans qui doit être confronté à la clandestinité. J'ajoute, au-delà de ça, qu'un autre homme a été pressenti et a rejeté ça d'un revers de main. C'est le général Giraud, du haut de ses 5 étoiles, qui s'est évadé superbement et grâce à des réseaux d'évasion lorrain de la forteresse de Königstein et qui est en France, en zone sud, depuis le printemps 1942, mais qui aussi a fait acte d'allégeance à Pétain. Donc la situation en 1942 est une situation de tension, de confusion, d'émergence d'une résistance autre que celle sous l'égide du général de Gaulle et qui apparaît parmi les officiers qui veulent entrer en résistance au sein de ce qui va devenir le courant girodiste et qui est choisi par les Américains dans l'opération de préparation du débarquement au Maroc et en Algérie, l'opération Torche. Les Américains et les résistants d'Afrique du Nord ont jeté leur dévolu sur le général Giraud. Problème majeur et qui est aussi un accélérateur. À l'automne 1942, le général de Gaulle écrit à Jean Moulin, qui est nommé et le prie de réunir un comité de coordination des mouvements de zone sud dont il va être le chef, en même temps qu'il est honoré et fait compagnon de la libération le 17 octobre 1942. Alors c'est intéressant parce que là, ce n'est pas assez... Comment on peut grossir avec la loupe, là? Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tous les cas, ce rapport de proposition du 17 octobre 1942 est signé du colonel Passy, le chef du Bureau central de renseignement et d'action à Londres, les services de renseignement du général de Gaulle, et qui salue le travail de comité d'union de Jean Moulin pour la zone sud, mais aussi un fait plus méconnu, que Jean Moulin, au cours de l'année 1942, n'est pas seul avec le mouvement ouvrier français et la coopération d'Yvon Moranda, un autre résistant, tendance syndicaliste chrétien, eh bien, mobiliser les masses en zone sud. Manifestation le 1er mai 1942, puis le 14 juillet 1942, et fait plus méconnu, Jean Moulin, Rex, dans ses télégrammes à Londres, soutient les mouvements de grève d'Oullins à l'automne 1942. Du reste, dans votre ouvrage, François, sont bien mis en évidence ces aspects méconnus de travail de fond et méconnus de Jean Moulin à l'égard des mouvements syndicalistes en zone sud, à qui il dispense en fin 1942 et 1943 des moyens financiers pour survivre et lutter dans la résistance. Alors je mettais tout à l'heure des missions de portée nationale dictées par le tournant qu'est le débarquement le 8 novembre 1942 en Algérie et au Maroc, puisque de facto, par la présence de Darlan à Alger, est imposé par les Américains
l'autorité de Darlan, enfin qui traite avec la plus haute autorité sur place, susceptible de rallier l'armée d'Afrique aux côtés des Américains alors que va démarrer la campagne de Tunisie contre les forces germano-italiennes sur ce théâtre. C'est un scandale des opinions publiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Et pour la résistance intérieure, un accélérateur déterminant de l'Union. Tous les mouvements de résistance sont d'accord derrière Jean Moulin pour forger un accélérateur. Et Jean Moulin, qui n'est pas l'inventeur du Conseil de la résistance, de cet organisme fédérateur, en quelque sorte, fait référence à Léon Blum et à Daniel Ménière du comité d'action socialiste dans la résistance pour utiliser cette fédération de la résistance comme organe de réunion déterminant pour faire plier les Alliés. Au-delà d'une France unie, et c'est important pour Jean Moulin, c'est déterminant pour faire reconnaître le général de Gaulle qui n'a, avec la France combattante, jamais été dans une position aussi difficile de toute la guerre que cette fin 1942. Alors la suite est connue, l'accélérateur, c'est la fusion des mouvements zone sud, et lors du deuxième séjour de Jean Moulin à Londres, eh bien, le général de Gaulle, en accord avec Jean Moulin, qui l'écoute, et on sait par les documents d'archives que Jean Moulin pèse sur les décisions du général de Gaulle, eh bien, de le doter de tous les pouvoirs d'un ministre en mission, c'est-à-dire commissaire national, dépendant directement du général de Gaulle pour l'ensemble de la France, afin de créer, de lui donner les moyens de doter la résistance, zone sud, zone nord, partis politiques et syndicats, d'un conseil de la résistance qui débouche sur cette réunion du 27 mai 1943 dans Paris occupé et qui est en soi, on peut le dire, un miracle. C'est extraordinaire et je vous renvoie aux ouvrages et à l'ouvrage de François qui publie le fameux rapport de Rex lui-même à André Philippe, qui est commissaire à l'intérieur le 4 juin 1943, où il lui rend compte de toutes les difficultés. Trouver les bons représentants des mouvements politiques, je répondrai à vos questions, non compromis dans tous les événements qui se sont passés depuis le vote des pleins pouvoirs, de mouvements significatifs de leur implication dans la résistance, et on sait l'opprobre qui pèse sur les partis politiques compte tenu du désastre de juin 40 et de la Troisième République. Et du reste, dans cette motion votée par les 16 représentants réunis en assemblée unique pendant toute la guerre, après la réunion du 27 mai 1943 rue du Four, il n'y a plus de réunion en séance plénière des membres du Conseil de la Résistance à Paris, qui devient, sous l'égide de Georges Bidault, le CNR. Pour des raisons de sécurité et de difficultés croissantes, la répression s'aggravant terriblement en zone sud comme en zone nord depuis le début de 1943, liée à la guerre qui devient de plus en plus totale et extrême. Donc, réunion unique, rue du Four, le 27 mai 1943, avec un télégramme qui a pesé sur les négociations entre Giraud et de Gaulle à Alger, puisque après l'élimination de Darlan par un jeune résistant à Alger fin décembre, les Américains ont imposé le général Giraud et entendent que le général de Gaulle se soumette au général Giraud. Or, ce n'est pas une querelle de généraux comme on a voulu le montrer, mais dans les négociations, l'enjeu, c'est la souveraineté nationale, la nation, la République. Or, Giraud, en Afrique du Nord, maintient les lois de Vichy contre les Juifs, contre les prisonniers politiques dans les camps d'internement d'Afrique du Nord, etc. Et ce dont il s'agit, c'est la reconnaissance de la résistance, de ce Conseil de la résistance bien utile à l'égard des Alliés pour montrer que la démocratie est de retour dans la clandestinité. Et effectivement, les partis et syndicats
au regard des Alliés, pèse plus lourd que les mouvements de résistance, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Pour les Anglais, ils attachent davantage d'importance au réseau qu'au mouvement. Et les négociations qu'a menées Jean Moulin ont été déterminantes dans la reconnaissance du général de Gaulle, d'une part par la résistance, le 27 mai 1943, mais avant annoncé dès qu'il a eu la certitude que le Conseil allait se former pour peser sur le général Giraud. La suite du général de Gaulle peut enfin aller à Alger et former début juin 1943 le Comité français de la libération nationale. Alors pour faire un clin d'œil, parce que je suis trop longue avec l'intervention de Gilbert Benoît tout à l'heure, je vous indiquais que durant toute cette période, l'art et la couverture officielle de Jean Moulin, qui a inauguré ses galeries Romana le 9 février 1943 à Nice, l'art a été à la fois une couverture formidable, Nice occupée par les Italiens depuis novembre 1942, les Allemands ayant envahi le reste de la zone sud. Échappatoire à évidemment une action difficile, douloureuse, risquée, et galeriste où Jean Moulin excelle, parce que c'est une passion, mais pour laquelle il agit en professionnel. Et la correspondance publiée par François Berriot, comme les documents conservés au musée, le montre. Sa jeune directrice de galerie, Colette Ponce, il la dirige, et les courriers qu'il lui adresse sont extrêmement directifs sur comment elle doit préparer, comment elle doit travailler aux expositions. Ici, je vous ai choisi la dernière exposition du 3 au 30 juin 1943 à Nice, sur les maîtres contemporains, et comment le 27 mai 1943, au soir, il a fixé rendez-vous à Daniel Cordier, son secrétaire qui était dehors et qui, avec deux anciens de l'équipe de Pierre Coste, faisait le service de guet rue du Four, Pierre Meunier et Robert Chambéron. Eh bien, il a fixé à son jeune secrétaire rendez-vous dans une galerie d'art à l'île de la Cité, et lui a offert un ouvrage que Daniel Cordier conserve toujours, de Christian Zervos, l'histoire de l'art contemporain. Et dans cette galerie, il y avait une exposition consacrée à Kandinsky, et toute la soirée, lors du dîner, il a parlé peinture, maître contemporain, mais pas du tout résistance. Alors la suite, je vais hélas très vite. Moulin donc a donné des ordres à Daniel Cordier depuis son retour, et avant même son retour de Londres, de transférer les services qui étaient en zone sud à Paris pour fonder les bases de l'État clandestin en vue d'opérations de débarquement dont il sait, et de libération, qu'elles ne se feront pas avant 1944. Et au-delà de cela, Daniel Cordier a été choisi, a été chargé de trouver les planques à Paris, aussi bien de la délégation générale que pour le patron, Jacques Martel, au 12 rue Cassini, à Paris, où il y a une plaque qui a été inaugurée par Bertrand Delanoë le 8 juillet 2013, pour rappeler ce studio d'artiste où l'artiste installe ses pinceaux, ses chevalets, entre les différentes réunions extrêmement difficiles qu'il peut avoir. Et de retour en zone sud, Jean Moulin devait finaliser ses transferts. Le sort décide autrement, c'est l'arrestation du général de Lestrin, début juin 1943 à Paris, qui enchaîne tout le processus inéluctable jusqu'à la réunion de Caluire, qui, contrairement à ce que l'on a dit, n'avait pas pour vocation, et certains des mouvements, notamment combat, l'ont sans doute cru, Moulin n'avait pas le pouvoir de nommer un successeur au général de Lestrin. Mais du deuxième séjour à Londres avec le général de Lestrin, le général, compte tenu des difficultés, dépendait du seul général de Gaulle. Et donc seul le général de Gaulle devait nommer un successeur, mais
proposé des mesures conservatoires et transitoires. Raymond Aubrac, inspecteur de l'armée secrète pour la zone nord, parce qu'il avait été arrêté, il fallait le mettre dans une zone où il était moins repéré, et le colonel Schwarzfeld. Alors la suite est connue, l'arrestation de Caluire et le calvaire de Jean Moulin, jusqu'à sa date supposée ou probable de mort, on ne sait pas bien, 8 juillet 1943, lors de son transfert en Allemagne, par un transfert, pas de déportés. Les personnalités auxquelles tenaient les services allemands étaient transportées par très petits groupes, voire unités. Enfin, tout dans la disparition de Jean Moulin montre que le SIPO-SD, qui a arrêté Max, était devenu Max depuis son retour de Londres, montrait l'importance prise par la résistance et l'armée secrète aux yeux du SIPO-SD. J'ajoute que dans les documents allemands et à la suite d'arrestations du mouvement combat, il y avait des pièces permettant d'établir un organe précis de l'armée secrète. Il y a un document allemand qu'a fourni le docteur Guillain, qui a été secrétaire du général de l'Estrin, sur le fonctionnement de l'armée secrète et des cadres de la résistance. Et pour tout vous dire sur les points nouveaux qui ont été appris ces dernières années sur l'arrestation à Caluire et les provoqués par les séries d'arrestations que je vous indiquais depuis le début de l'année, le retournement d'un agent du mouvement combat, Multon, par le SIPO-SD de Marseille, et lequel SIPO-SD de Marseille a remonté la filière jusqu'à Lyon et est à l'origine de l'arrestation de René Hardy, qui est présent le 21 juin à Caluire, qui a été envoyé par le mouvement combat, qui n'aurait pas dû y être et qui a été peut-être le poisson pilote involontaire, peut-être, sans doute, du SIPO-SD de Lyon et de Klaus Barbie. J'en termine là à vous dire que, est peu connu, et j'ai omis de le mentionner dans mon exposé, que lors de son deuxième séjour à Londres, le général de Gaulle reçoit dans sa résidence privée lors d'un dîner, dans un quartier de Londres, à Hampstead, Jean Moulin pour lui remettre la croix de compagnon de la Libération. J'avais eu l'occasion d'échanger avec Jean-Louis Crémieux-Briac en lui indiquant, écoutez, vous qui étiez à Londres et qui normalement était chargé des chargés de mission de la résistance, n'a jamais eu connaissance des missions de Jean Moulin et des rendez-vous lors de son deuxième séjour, ce qui montre bien que c'était un vase clos extrêmement secret. Et il me dit que durant toute la Seconde Guerre mondiale, et parmi les remises de croix de compagnon, cette cérémonie particulière à la résidence privée du général de Gaulle est totalement unique. Il ne s'agit pas de verser dans la géographie, mais de dire les faits comme ils sont. C'est-à-dire qu'au fond, et en conclusion, je dirais cela, Jean Moulin était un fidèle du général de Gaulle, ce que le général de Gaulle avait bien compris en le dotant des pouvoirs de ministre d'État en mission pour imposer avec autorité l'Union, mais aussi parce qu'il savait que Jean Moulin considérait, j'allais dire, le mouvement gaullien comme un moteur de la guerre au combat et aussi une dynamique de la rénovation après-guerre. J'ajoute in fine que Jean Moulin a été dès 1945 reconnu pour ses mérites. Là, cette photo est prise lors de l'inauguration, le dévoilement par le général de Gaulle de la plaque au 48 rue du Four à Paris, le 27 mai 1945. Compte tenu des circonstances de la disparition de Moulin, à ce moment-là, y compris l'or, et les résistants, et Paul Schmitt, tous l'ont dit, les bras droits de Jean Moulin, que peut-être avait-il été déporté. À ce moment-là, on ne savait pas tout. Il est restitué dans ses prérogatives de préfet, puis même nommé général de brigade à titre posthume.
doté de la médaille militaire que Georges Bidault remet à Laure Moulin lors d'une cérémonie le 6 octobre 1946 à Béziers. Il dévoile là la plaque sur la maison natale de Jean Moulin sur le Champ de Mars à Béziers. Et que Georges Bidault, qui se retrouve chef du gouvernement provisoire en 1946, après De Gaulle, suit les traces de De Gaulle dans la reconnaissance à Jean Moulin. Il y a un square qui est inauguré début 1946 au bout de l'avenue de la Porte de Châtillon, juste après le boulevard des Maréchaux, nommé Square Jean Moulin. Alors pour l'anecdote, lorsque Jean Moulin a été panthéonisé le 19 décembre 1964, eh bien on a ça dans les archives de la famille, le Conseil de Paris, quand même, les élus ont été émus parce qu'il n'y avait pas d'avenue Jean Moulin à Paris. Et il fallait quand même doter le grand homme d'une avenue digne de ce nom à Paris. Alors, l'avenue de la Porte de Châtillon, qui va du carrefour d'Alésia au débouché de l'avenue du Général Leclerc, qui s'appelait avenue de la Porte d'Orléans, c'est l'avenue Jean Moulin, donc du carrefour d'Alésia à la Porte de Châtillon, depuis le tramway, eh bien, une station de tramway Jean Moulin. Hein, sans doute résistant le plus honoré de France. On peut le dire au moins par ses rues, hein, et le nombre de ses établissements scolaires. Mesdames et messieurs, merci.